Manger sain et pas cher peut s'avérer être un casse-tête lorsqu'on n'a pas les bonnes adresses. Et encore plus quand on a des petites bouches à nourrir et une charge mentale quotidienne à ce sujet. Et si je vous disais que j'ai trouvé la marque qui mêle produits aux ingrédients vérifiés et savoureux, de multiples références et des prix compétitifs tout au long de l'année. C'est là que Casidomi entre en jeu. Casidomi, c'est plus de 4000 références allant de produits pour la maison aux produits de beauté, en passant par l'alimentaire sans additifs et bio, des prix avantageux tout au long de l'année et un système d'adhésion, des saveurs uniques que l'on ne retrouve pas partout. Depuis quelques semaines, c'est donc une joie de créer de jolies recettes colorées et d'impacter ma famille de manière positive. D'ailleurs, avec le code LOWFROMPARIS20, je vous offre 20 € de réduction sur votre abonnement. Hyper intéressant. Ensemble, accélérons la transition vers des modes de consommation plus sains et respectueux de la nature. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Katinka a 32 ans et est à la tête d'une agence digitale référence à Paris. Issue d'une famille créative, entreprenante et travailleuse, elle a des rêves d'indépendance dès son plus jeune âge. Elle fait des études de communication, ouvre son compte Instagram My Secret Addresses dans lequel elle partage ses coups de cœur culinaires, crée une première boîte avec une amie à 21 ans, fonde le pôle digital de l'agence Mania Press avant de lancer sa propre agence Kick-Off Agency. 5 ans plus tard, l'agence compte 4 pôles, une véritable équipe, de sublimes bureaux à Paris, un CA qui ne cesse d'augmenter. Alors, quelle est sa recette du succès ? Dans cet épisode, Katinka nous raconte son parcours en tant que chef d'entreprise, nous partage ses conseils pour se développer personnellement et professionnellement, nous donne sa vision de l'influence, mais se confie également sur un aléa naturel et marquant qu'elle a relevé avec brio, mais qui a bien failli la déstabiliser. Tu ne seras jamais personne tant que tu ne construis pas la personne que tu veux être, sont les mots qu'elle a reçus et qu'elle nous transmet aujourd'hui. Durant notre échange, nous citons mon frère, Lucas Pouliken, l'agence Mania Press, Marie Courroy, qui est l'épisode 43 du podcast, et Alix Petit, qui est l'épisode 59 du podcast. Si vous avez aimé notre échange, n'oubliez pas un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify ou alors un partage sur vos réseaux sociaux nous ferait énormément plaisir. Belle écoute. Hello Katinka. Salut Laura. Je suis très contente d'être avec toi. On a galéré un petit peu pour trouver une salle parce qu'il y a des travaux. On a fini par y arriver. C'est une salle très cosy, j'aime beaucoup. Comment tu vas ? Écoute, ça va bien. Vendredi, bientôt le week-end. Ouais. Mais encore une journée intense, j'imagine, à l'agence. Ouais, sportif. Ouais. Mais bon, en même temps, toujours à la veille des vacances. Ouais. Moi, je te connais parce que je te suis depuis plusieurs années. Je t'ai connue avec My Secret Addresses sur Instagram. Il y a peut-être, ça passe tellement vite, 8 ans. Oui, c'est ça. Oui, j'ai créé. Oui, c'est vrai que ça fait vraiment longtemps. Ouais. Quand on en parle maintenant, c'est un peu badant. Ça passe vite. On s'aperçoit qu'on vieillit. Mais je t'ai connue là-bas, sur ce compte, parce que je partageais aussi pas mal de bons plans food. Je partage un petit peu moins sur la food, mais bon, c'est toujours un univers qui me plaît énormément. Et puis, j'ai suivi la création de ton agence aussi, Kick-Off Agency. Je me souviens très bien de ton post pour... Ah bon ? Ouais, je me souviens de ton post qui annonçait que tu créais cette agence. On va dire que c'est les 2 casquettes que je te connais aujourd'hui. Mm-hmm. Toi, comment tu te présenterais ? En fait, c'est vrai que j'ai des multiples casquettes, mais je trouve que c'est ce qui me correspond assez bien. J'ai un peu du mal à être définie, à être mise dans une seule case. Je pense que je suis un peu un couteau suisse. Donc, effectivement, selon moi, ma première casquette, c'est chef d'entreprise.
d'une agence qui s'appelle Kickoff, qui est une agence digitale qui fait notamment de l'influence et du community management pour les marques dans le secteur du bien-être, de la mode et aussi lifestyle, hôtellerie, restauration. Parce que comme tu l'as dit, je viens à la base plutôt du milieu de la restauration et de la food, par mon parcours professionnel et par effectivement mes affinités, où j'ai créé un compte Instagram il y a plusieurs années, mais je ne saurais même pas dire combien d'années en vrai, qui s'appelle My Secret Addresses, où je partage beaucoup de tips et bonnes adresses depuis un moment. Donc voilà, et puis après j'ai aussi une casquette de maman depuis bientôt 17 mois. Wow. 17 mois, depuis 17 mois. Donc voilà, donc effectivement ça fait 3 casquettes plutôt pas mal. Je cherche la 4e, mais... Ça viendra peut-être. Exactement. Tu parles que tu étais dans la food avant. Qu'est-ce que tu faisais avant Kickoff, justement? Quel est ton parcours? Alors, j'ai un parcours un peu atypique, oui et non, en fait. Et puis, c'est drôle, quand j'y repense, je me dis que j'ai toujours l'impression aujourd'hui de ne pas être... légitime encore dans mon métier, alors que ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Mais après, en y réfléchissant, je me dis que je crois que je me sentirai jamais légitime, ça fait partie de mon caractère. Donc, j'ai, il faut dire, eu mon bac au rattrapage, dans une école où il y avait 100% de réussite au bac et où on était 2 élèves au rattrapage. Donc, j'ai un peu commencé difficilement. J'étais dans une super école qui m'a vraiment soutenue jusqu'au bout, mais j'étais pas du tout scolaire. Donc, quand il s'agit de mes études, j'ai voulu aller à l'opposé de tout ce qui était scolaire et je suis allée à Assas, en droit, en me disant, au moins, je vais gérer un peu mon temps comme je veux et tout. Bon, clairement, c'était là. Il y a beaucoup de gens qui vont en droit quand ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire et qui sont pas scolaires. C'est un peu, on va dire, la porte ah oui, voilà. facile. Et puis, ma mère est avocate, donc je m'étais dit, si ça se trouve, c'est fait pour moi. Bon, ça a été clairement un échec. Je suis restée 1 an, mais mon cours préféré, c'était les médias. Il y avait tout un cours médias et tout. Et accessoirement, même si j'ai pas persévéré dans le droit et à Assas, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Pour 2 raisons. Une raison principale, c'est qu'en termes d'organisation, ça t'aide énormément. Ça te forme. Tu dois apprendre tellement de choses, tellement de contenu que tu es obligé d'avoir une méthode et tout. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et après, je suis allée finalement à ISCOM, donc en école de communication, où j'ai passé 4 ans. Et à l'inverse de l'école, je me suis vraiment énormément épanouie. Ça a très très bien fonctionné pour moi. Et ISCOM avait un super programme où tu faisais des stages de 1 à 2 fois par an. Donc, j'ai pu vraiment tester tous les métiers de la com pour voir ce qui me plaisait. Donc, de journaliste à événementiel, à de la prod, au marketing et en finissant par com plus global. Et donc, pendant ces années à ISCOM, j'ai fait notamment un stage où je suis partie vivre à Londres. Et avec ma coloc, on cherchait tout le temps plein d'adresses à Londres à tester, sauf qu'on n'avait pas d'argent. C'était compliqué, on était hyper jeunes. On avait de la chance, nos parents nous payaient le loyer, mais en revanche, ils nous payaient rien d'autre. T'avais quel âge ? Je devais avoir 21. Et donc, à l'époque, Time Out et Stylist étaient des magazines qui étaient gratuits dans le métro. Donc, on récupérait les magazines et on arrachait toutes les adresses qu'on voulait faire. Et il y avait un super concept à Londres. Il y avait le jeudi, bière gratuite dans un lieu à Londres. Donc, tu avais un site internet qui s'appelait Free Beers, je crois, ou je sais plus ce que c'était. Et donc, tous les jeudis, tu pouvais te pointer dans ce lieu à Londres et tu découvrais une adresse. Alors, c'était parfois une galerie d'art, une nouvelle boutique de chaussures, un bar et tout. Et tu avais des bières offertes pour tous les étudiants. Donc, c'était trop cool. Donc, on faisait ça. Et puis, on checkait tout le temps. On cherchait tout le temps plein d'adresses. Et quand on est rentré à Paris, on s'est dit 2 trucs. On veut continuer de faire ça. Donc, moi, avec mon mec, on s'est mis à chercher énormément de lieux, à faire plein de restos, plein de spots. Et en fait, à l'époque, on avait une note sur notre iPhone et on écrivait tout. Et puis à un moment, je lui ai dit, viens, je crée un compte Insta. Ça sera quand même tellement plus simple parce que tous nos potes nous demandaient, alors attends, où est-ce que je peux faire une date? Où est-ce que je peux emmener ma mère et tout. Donc ça, c'était le premier truc.
Et le deuxième, avec ma coloc, on s'est dit, là, on retourne dans nos études, à l'école, chez nos parents, alors qu'en fait, on était tranquille, dans notre appart à Londres, on gagnait notre vie et tout. Et donc, on a monté notre première boîte, qui s'appelait One Shot. Ok. Donc ça, j'avais 21 ans, et on faisait des logos, des sites internet, des identités de marque, et à l'époque, c'était Pinterest et Facebook. Ouais. C'était pas vraiment Instagram. Ouais, carrément. Donc, on a fait ça pendant 2 ans, en parallèle de nos études. Ça nous payait nos vacances. Et puis est arrivée la fin de ISCOM. Et moi, je m'étais dit, n'étant pas très scolaire, mais j'avais vraiment cartonné pour le coup dans mes études secondaires, je m'étais dit, dans mon CV, ça fera office d'un Master 2. Ouais. J'aurais fait un Master 1, plus j'aurais monté ma boîte où j'aurais bossé pendant 1 an et demi, 2 ans dessus. Donc clairement, ça fera l'office d'un Master 2. Je me donne pas, je fais pas d'autres études. Et mes parents avaient dit, écoute, sois mignonne, passe quand même les concours pour des grandes écoles et puis on en reparle. Et à l'époque, je faisais mon stage de fin d'études de ISCOM chez Warner. Ok. En cinéma. Et là, j'étais au marketing et on s'occupait notamment de tous les coffrets Noël. Donc voilà, j'ai adoré ce stage. Je passe les concours et je suis prise au CELSA en alternance. Donc là, je me dis merde, me voilà repartie. Pas envisagé. Ça a été pour faire plaisir à papa et maman. Voilà. Mais bon, donc et puis vraiment, c'était improbable. J'ai passé les concours écrits avec ma pote justement, avec qui on avait monté One Shot. J'étais persuadée que vraiment, je ne l'avais pas eu. Donc, j'ai jamais révisé l'oral, rien du tout. J'ai même pas regardé les résultats. Et c'est ma copine qui m'a appelée. J'étais en stage chez Warner. Elle me dit, t'es prise. Je fais, comment ça, je suis prise? À l'oral. De quoi? Le CELSA. Tu rigoles? Non, c'est dans 3 jours. Ah. Et en fait, on devait avoir toute une liste de lectures avoir faite que j'avais pas lu et tout. Ouais. Bref. Donc, j'ai mené l'entretien comme j'ai pu. Et puis, j'ai été prise. Warner m'a pris en alternance. Et en revanche, du coup, on a arrêté One Shot parce que là, on était toutes les deux en alternance dans des boîtes. Et, voilà. Et puis, ça a été un peu le début de tout. Mais en vrai, moi, j'ai toujours été bosseuse. Je bosse depuis que j'ai 14 ans. Quand j'étais petite, je faisais des bracelets, j'allais les vendre. Enfin, j'ai toujours eu un peu ce truc. Ouais, et puis au-delà du travail, t'as une vraie âme d'entrepreneuse. Ouais, et puis d'indépendance. Je pense que ça, vraiment, je dois ça de mes parents. D'accord. D'être indépendante. Ne pas demander à mes parents d'argent. Ne pas, si je voulais faire un truc, m'acheter quelque chose... pouvoir le faire, ça a toujours été... Ouais, donc depuis que je suis toute petite, j'ai fait des bracelets, j'ai vendu des bracelets, je faisais des ventes de bijoux chez moi, j'ai fait des cours d'anglais pour des élèves, enfin voilà, j'ai toujours bossé. Et puis après, je suis donc rentrée dans le milieu du travail, je suis rentrée dans le conseil dans une agence, après je suis allée dans une agence de presse où j'ai créé le pôle digital de l'agence. Quelle était l'agence? Mania Presse. Ah oui, je vois. Pendant 2 ans, où Flavie, qui est la fondatrice de l'agence, a été incroyable avec moi et ça a été une super boss qui m'a vraiment donné des ailes. Et j'espère, et je conseille à tout le monde d'avoir un jour dans sa vie une boss comme elle, et j'espère d'une certaine façon être un peu pareil. Et à la suite de ça, j'ai monté Kickoff il y a bientôt 5 ans. D'accord. Qu'est-ce que faisaient tes parents? Alors, mes parents sont hyper entrepreneurs. J'ai une famille quand même d'entrepreneurs. Ça se sent. Ou si c'est pas entrepreneur, créatif. Ouais. Moi, mon père, quand j'étais à l'école, j'avais du mal à expliquer ce qu'il faisait. Mon père, avant, il était médecin. Et à la suite de ça, il est rentré dans le conseil. Et quand j'étais petite à l'école, on me demandait ce qu'il faisait. Et je savais pas, quoi. Enfin, j'avais du mal à expliquer. Et mon père, il me disait, je raconte des histoires. Et je trouvais le truc génial. Et en fait, c'est vrai, tout son métier, c'était ça. Il travaille dans le médical, mais en fait, il travaille pour des sociétés. Il les aide à juste développer leur business, leur notoriété. Mais enfin, encore maintenant, j'ai un peu de mal à expliquer. Mais c'est vrai qu'il racontait un peu... voilà, c'est son job, c'est de raconter, de faire vivre un projet et tout ça. Et ma mère est avocate. Mais être avocat, c'est un peu être entrepreneur, parce que clairement... Bah oui, on va démarcher nous-mêmes pour trouver nos clients. On n'est pas vraiment salarié. Exactement. Voilà. Donc, j'ai des parents qui sont vraiment très, très, très bosseurs. Et je pense qu'ils ont eu un peu cette peur d'avoir des enfants qui soient un peu trop gâtés, parce qu'ils nous ont offert une jolie vie. Et je pense en fait que c'est l'opposé. Ils nous ont tellement donné cette soif de... Il faut se battre
pour faire ce que tu veux. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit tu ne seras jamais personne tant que tu construis pas la personne que tu veux être. Et ça, moi, ça a toujours été un leitmotiv chez moi. C'est de me dire, ok, en fait, tu dois être indépendante, tu dois mériter la personne que tu dois C'est des que superbes tu veux valeurs. être. Donc voilà, donc j'ai des parents hyper entrepreneurs, une famille très entrepreneur, donc je pense que forcément ça a aidé. Ouais. J'ai toujours voulu monter ma boîte, mais j'ai mis du temps à comprendre que ce que j'aimais faire était peut-être en fait suffisant pour monter sa boîte. Pendant des années, j'ai cherché à monter une application, à me dire tiens, je vais monter une marque. Enfin voilà, j'ai tout cherché. Tellement dans ça. C'était non mais je vais faire ça. Enfin voilà, j'ai beaucoup cherché d'idées. J'en ai eu plein parce que pour le coup, j'ai beaucoup d'imagination. Moi, j'allais même sur les sites, tu sais, d'idées qui avaient cartonné à l'étranger à reproduire en France. Bah ouais, Mais c'est ça. J'étais non mais c'est fait pour moi, c'est ce que je vais faire et tout. Et puis finalement, je suis allée dans cette agence de presse où moi, je m'occupais du pôle digital et j'ai vraiment adoré. Ouais. À l'époque, quand je suis arrivée, j'étais vraiment junior et c'est un métier où tu dois développer ton réseau. Clairement, 50% du job, c'est le réseau et c'est tes idées. Et moi, mon job préféré, c'est ce que je préfère dans ce métier, c'est rencontrer des gens, tu vois. Bah là, on se voit. J'ai compris que je connaissais ton frère. Je savais même pas que je connaissais ton frère. Enfin bref. Hello Lulu. Non mais tu vois, en fait, c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est que tu rencontres toujours plein de monde. Tellement. Et moi, c'est les rencontres qui me donnent des idées. Mmh. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'inspire. Et je me suis dit, mais attends, en fait, qu'est-ce que tu vas chercher à créer une appli ou un truc qui ne te correspond pas. Un concept déjà qui ne te correspond pas forcément et puis que tu maîtrises pas forcément non plus. Voilà. Alors qu'en fait, tu as de l'or sous tes yeux dans ta zone de génie, quoi. Fais ce que tu sais faire. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai toujours su faire. J'ai eu la chance, du coup, d'avoir cette boss qui m'a fait confiance et qui m'a beaucoup poussée, beaucoup aidée. Donc, ça... À créer ton entreprise. Ouais. Quand j'ai décidé de quitter son agence, ça a été ma première cliente. T'es restée combien de temps 2 ans. 2 ans. Un peu plus de 2 ans, ouais. 2 ans et demi, je crois. Et ça a été ma première cliente. J'étais en free et du coup, elle m'a laissé certains de ses clients au nom Adorable. Ouais, vraiment incroyable. Et encore maintenant, on s'entend. Bah, on s'est vu hier, on s'entend super bien. On s'échange. Ah, c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, je me dis que j'ai pris du galon parce que quand elle a des questions, elle m'appelle. Et moi, quand j'ai des questions, je l'appelle. Donc voilà, il y a un super échange. Mais tu vois, typiquement hier, j'ai organisé un événement pour une de nos clientes qui est une marque de bijoux. Et je lui ai présenté plusieurs personnes. Et en présentant des personnes, on s'est dit, mais attends, tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire tel type de collab. Voilà. Et moi, c'est ce qui te porte. Ouais. Vraiment. Et puis, soyons très transparents, il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour faire ce métier. En revanche, il faut être sociable. Ouais. Et il faut être assez investi. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là, hein, même avant. Hein, quand j'étais chez Warner, on faisait les coffrets Noël. Clairement, Warner, c'était pas ma vie, quoi. Ben, quand j'allais à la Fnac et tout ça, je prenais tous nos coffrets et je les mettais front row en me disant, allez, comme ça, tout le monde les voit et tout. J'avais un peu ce truc. T'allais au-delà de ce qu'on te demandait de faire, en fait. Et puis, quand je parle de mes clients, je dis nous. Comme si c'était ma boîte, alors que c'est pas ma boîte. Mais je parle toujours de mes clients en disant nous, voilà, je crois vraiment en leur projet, je crois vraiment au potentiel de mes clients, sinon je les prendrais pas. Je touche du bois, mais j'ai la chance de pouvoir sélectionner mes clients. Donc voilà, effectivement, pas besoin d'avoir fait des grandes études pour faire ce métier-là. En revanche, il faut être ouvert d'esprit, il faut effectivement être assez investi, et puis oui, il faut avoir de l'énergie. Bien sûr, et être bosseur. Ouais, vraiment. Notamment dans le milieu de l'agence. Ouais. Qui est un milieu bien particulier. Sûr, totalement. Tu as créé ton agence en ayant déjà cette première cliente. Tu recommandes d'avoir déjà des clients avant de vraiment démissionner et créer une agence? Toi, c'était un plan que tu avais? Alors, moi, il y a 2 choses. Avant d'aller dans cette agence, je voulais monter ma boîte.
Et j'ai eu un conseil très avisé d'une amie de mon père qui m'a dit « Tant que tu ne sais pas ce que tu vaux, financièrement, c'est-à-dire que tant que tu ne sais pas mettre un prix sur tes services, tu ne peux pas monter ta structure. Il faut que tu comprennes combien tu coûtes, combien coûte ton service, combien coûte ce que tu fais, quelle énergie, quels sont les honoraires, le temps et tout ça. » Et c'est vrai que moi, j'avais aucune idée de ça. Et c'est pour ça que du coup, je suis rentrée dans une entreprise avant de monter ma boîte pour comprendre, avoir un peu une idée des valeurs que ça demandait. Et ensuite, j'ai monté mon agence. Alors, à la différence de d'autres entrepreneurs, je pense, alors je dénigre pas mon saut dans le vide, qui reste un vrai saut dans le vide, mais qui est peut-être à mesurer par rapport à d'autres. Je n'ai pas d'engagement financier à faire. Je vends du service. Donc, quand j'ai monté Kick-Off, je suis partie de zéro. Alors oui, j'ai mis 4 000 € dans ma structure au départ. Voilà. Et clairement, le plus gros saut dans le vide a été de quitter un CDI pour, au départ, le chômage. Et de repartir de zéro. J'avais une équipe de 6 personnes et je me retrouvais de nouveau toute seule à refaire tout ce que je faisais plus. Enfin bref. Oui, ça clairement. Mais financièrement, quand on fait un métier dans le service, on n'engage pas d'argent. Et en ça, je pense que déjà, on prend un risque moindre. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, j'ai toujours développé mon réseau. C'est un truc qui a toujours été très important pour moi et je me rends compte aujourd'hui de l'importance de l'avoir fait puisque j'ai jamais démarché de clients. Les clients viennent naturellement à nous, notamment par nos propres clients, les influenceurs avec lesquels on travaille, mes contacts. Mais j'ai eu effectivement Flavie, qui a été l'une de mes premières clientes, et 2 autres clients qui étaient venus me voir quand j'étais dans cette agence et qui m'avaient dit « On veut bosser avec toi, mais toi ». Et donc, il m'avait dit si jamais tu fais le gap, on te prend. Et ce qui fait que quand j'ai monté Kick-Off, j'avais déjà 3 clients. Wow. Ce qui est assez sécurisant. Ouais. Voilà. Et puis après, ce qui a été le plus dur, c'est en agence de com, avoir des contrats sur 5 ans, ça n'existe pas. Et ça, en fait, ça, c'est ce qui est le plus difficile. Alors maintenant que Kick-Off a 5 ans, on a des contrats à l'année, voire, j'allais dire sur 2 ans, mais non. En vrai, j'ai pas de clients sur 2 ans. Et ça, c'est le plus difficile, en fait. Ton client, il signe sur 3 mois, génial, et tu fais quoi dans 3 mois ? Donc au début, la première année, ça a été, les 2 premières années, ça a été le plus compliqué, parce que la première année, j'engageais très peu de risques financiers. J'ai travaillé de chez moi pendant 2 mois, et puis tout de suite, j'ai loué des bureaux. J'ai loué des bureaux, parce que j'ai compris que, en fait, je suis une trop grosse bosseuse. Donc de chez moi, je faisais vraiment plus aucune distinction entre ma vie privée et ma vie perso et ça fonctionnait pas. Donc ça a été mon premier choix financier, c'était de prendre des bureaux. J'ai eu la chance de les avoir à prix très préférentiel. Et après, j'ai tout de suite pris 2 freelances, une de mes meilleures copines qui s'appelle Clémentine et Nicolas, qui était mon premier stagiaire chez Mania. D'accord. Qui m'ont accompagnée en free très rapidement parce qu'on a très rapidement signé des clients un peu plus importants et que je pouvais pas le faire toute seule. Mais ça restait des freelances. Donc à tout moment, si ça marchait pas, je pouvais cutter les budgets. Bonne nouvelle, ils sont toujours là. Donc c'est que ça a fonctionné. Donc là, ça allait. Et en fait, année 2, quand j'ai commencé à avoir mes premiers salariés, c'est là où vraiment, en revanche, là, t'engages de l'argent. Et là, vraiment, t'as des sueurs quand t'as ton client qui te dit, je reconduis pas le contrat. Et c'était super difficile puisque j'avais du mal et je me sentais pas légitime pour demander des contrats à l'année. Déjà, j'étais tellement contente qu'on me signe sur 3 ou 6 mois. J'étais là, oh, c'est génial. Et mon mec, il me disait, mais non, faut que tu les signes sur 3 ans. J'étais là, non, mais ça n'existe pas sur 3 ans. Mais effectivement, il faudrait que j'arrive. Plus sécurisant. De les signer au moins à l'année, quoi. Donc ça a été mon gros challenge que j'avais pas anticipé forcément au départ.
Et puis maintenant, 70% de nos clients sont à l'année, donc D'accord. c'est la bonne nouvelle. Bah, tu me diras justement comment tu as fait. Avant, au départ, tu me disais que tu avais signé beaucoup de clients grâce à ton réseau. Moi, j'ai envie que tu nous donnes peut-être quelques tips pour développer ton réseau. Et il faut arrêter de penser que les mails, ça suffit. Non, c'est vrai. Enfin, moi, je suis très old school. Rencontrer. Tellement. Moi, c'est mon mec qui m'a beaucoup dit au départ, mais va prendre des cafés. Mais oui. En fait, ça fait grave la diff. On est trop habitué au digital. Ouais. J'ai une agence de digital. On est génération digitale, clairement. On est trop habitué. Donc, on est trop habitué à faire un mail. On est trop habitué à trouver la facilité, contacter sur Instagram, à faire un Zoom. Et moi, là-dessus, je suis hyper old school. Donc, évidemment, je contacte par Instagram, par mail. On fait des Zooms, mais je rencontre les personnes. Je les vois en vrai. Et ça fait vraiment la différence. Déjà parce que je pense que quand tu échanges par mail, parfois on se comprend pas. C'est sûr que en fait la ponctuation c'est super important et parfois on reçoit des mails, que ça soit de nos clients ou d'influenceurs, et tu dis ok, pas cool, mais en fait pas du tout. Enfin, c'est juste la façon d'écrire de la personne. Donc tout de suite déjà ça met une barrière qui est compliquée, où tu as du mal. Et moi j'ai un truc qui est très important pour moi. Je suis quelqu'un de très sensible. Un peu trop émotive, je pense que c'est mon signe poisson qui veut ça, mais je suis très émotive et très sensible, et j'ai besoin de cerner les gens. Oui. Et par mail, tu cernes personne. Et même via Insta. Quand on regarde un compte Instagram, parfois, tu peux pas. Quand tu transformes dans la réalité, tu vois que la personne, elle correspond pas forcément. Donc, mais c'est deux. Et puis c'est un univers qui est totalement différent entre ce que les gens montrent et ce qu'ils sont. C'est ça. Et moi, j'ai besoin de cerner les personnes. Pour deux raisons. Déjà, parce que j'ai besoin de travailler avec des gens de confiance. Et deuxièmement, parce que être en agence, c'est être l'intermédiaire entre ton client et nous, typiquement, les influenceurs ou les prestataires, photographes, autres. Et que donc, du coup, tu engages ton nom, ta notoriété, ton image au service de ton client. Et donc, typiquement, en influence, quand j'organise, ça nous arrive d'organiser régulièrement des déplacements et des voyages. Si j'ai pas rencontré les influenceurs, j'ai toujours un énorme coup de stress en me disant « Non, mais en fait, si ça se trouve... ça va pas du tout matcher, ou la fille va pas du tout être ce que je pensais qu'elle était. » Enfin voilà. Alors évidemment, on peut pas rencontrer tout le monde, donc ça m'arrive bien sûr d'inviter ou de collaborer avec des personnes que je n'ai pas rencontrées, mais quand il s'agit de gros projets, je rencontre toujours les personnes. Et je pense que ça fait la différence, parce que du coup, tu mets un visage, la personne met aussi un visage sur toi. Voilà, ça c'est super important. Et que ça permet de connaître les sensibilités de chacun. Donc, en fait, tu finis par échanger sur plein de choses. Tu vois, là, nous, on a parlé de ton retour à Paris, enfin, de plein de choses. Et où je vais me dire, tiens, attends, j'avais parlé avec Laura, qui m'avait parlé de tel projet. Maintenant que j'y pense, peut-être que pour tel client, ça peut fonctionner. Mais si on s'était pas vu et qu'on n'avait pas pris un café, d'ailleurs, l'autre jour, on m'avait invité à un événement et il y avait un mini client pas prévu. Ah, c'est vrai? Je sais pas si t'as eu vent de cette histoire. Non. Et je m'en suis rendue malade. En fait, vous m'avez invité à un événement pour la marque Kink. Ouais. Et en fait, j'ai ramené mon fils parce que j'avais pas du tout de mode de garde. Alors, la cliente était adorable. Elle a adoré mon fils. Je me suis excusée 1000 fois et tout. Et en fait, je rigole. Moi, j'emmène mon chien et ma fille partout aussi. Hein. C'est vrai. Mais du coup, il était super calme et tout, mais c'est juste que je pouvais pas le non, mettre. Mais attends, et puis c'est super difficile. Hein. Enfin, on fait comme on peut. Et en fait, malheureusement, effectivement, les événements en influence sont parfois à des horaires qui sont pas évidentes. Et quand on est... D'habitude, moi, j'y vais toute seule, mais là, j'avais vraiment pas de mode de garde. Je voulais pas louper le rendez-vous parce que c'était une marque que j'ai adorée. Mercedes, elle est trop sympa. Ouais, elle est adorable. Elle est adorable. Mais en tout cas, pardon, je t'ai coupé du coup, mais tu disais que, voilà, quand tu t'avais besoin de rencontrer dans la vraie vie avant de faire confiance sur un gros projet, et toi, c'est vraiment ton tips aussi pour développer ton réseau, quoi. L'humain. Aujourd'hui, Kickoff, c'est une agence qui a plusieurs pôles: influence, conseil, social media et brand content. Est-ce que tu peux me parler en quelques mots de ce que vous faites en fait pour chaque pôle? Alors moi, je suis familière avec cet univers, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne le seraient pas forcément. Alors, j'ai commencé avec 2 pôles quand j'ai monté Kickoff, qui était le pôle influence, parce que ça a toujours été ma spécialité et c'est aujourd'hui le pôle le plus important de Kickoff. Donc l'influence, on fait
on travaille pour nos clients et on les accompagne dans la conception de partenariats et de collaboration avec des influenceurs sur des campagnes qui peuvent être en paid. Donc, on rémunère un influenceur pour parler d'un de nos clients ou en échange de visibilité. Donc, on lui offre des produits, mais on essaye de faire en sorte que les produits lui correspondent vraiment et qu'on gift cette personne parce qu'on sait que c'est fait pour elle et pas parce qu'elle a un certain nombre de followers. Et nos objectifs, développer la notoriété de notre client, développer son image et évidemment développer ses ventes. Le deuxième pôle, c'est le community management. Donc effectivement, pour certains de nos clients, on gère leurs réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on entend par gérer leurs réseaux sociaux ? On va créer leur contenu, créer leur ligne éditoriale et on va faire tout ce qui est monitoring. Donc poster, gérer la communauté, répondre aux messages privés, les aider à faire grandir leur audience. Parce que alors, ça, c'est ces deux pôles qui étaient super importants pour moi, pour deux raisons. Et c'est ce que je dis toujours à mes prospects. Le community management, c'est la vitrine de votre marque. Mais pour faire rentrer des gens dans votre vitrine, il faut de l'influence. Sinon, les gens ne rentrent pas dans votre vitrine. Mais si vous faites de l'influence et que votre vitrine n'est pas à l'image de ce que vous voulez, les gens arrivent sur votre vitrine, ne sont pas intéressés, ne s'abonnent pas, enregistrent pas les posts, vont pas sur le site. Donc pour moi, les deux sont super importants. Et complémentaires. Hyper complémentaires. Et on a des clients qui le font très bien en interne, donc on s'occupe pas du tout de leur contenu et réseaux sociaux. À la suite de ça, on a effectivement, avec Clem, qui est la première personne à m'avoir rejoint, monté le pôle Brand Content. Elle est photographe à la base et DA. Et donc on a développé ce pôle-là pour évidemment nos clients dont on s'occupe du community management, mais pas que. Pour d'autres clients aussi dont on ne s'occupe pas de leurs réseaux sociaux, mais qui ont besoin d'aide pour avoir des photos qualitatives qui soient digital friendly. On ne fait pas de shooting de site internet. Ce n'est pas notre spécialité. En revanche, on fait du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Que ça soit photo, vidéo, reel, carousel, tous les formats possibles maintenant, même stories. On y est. Et on a ouvert un dernier pôle qui est un pôle de conseil et de formation. Pourquoi ce pôle ? En fait, une raison hyper simple. On est une petite agence et j'avais besoin de désengorger le pôle community management. En fait, le pôle community management, c'est un métier qui est sous-évalué. On ne se rend pas compte de l'investissement et du temps que ça prend. C'est vraiment très chronophage. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est un investissement 7 jours sur 7, parce qu'on ne s'arrête pas de poster le week-end. Donc j'avais besoin de désengorger ce pôle-là. C'est-à-dire que c'est un pôle qui est très important pour nous, parce que c'est grâce au community management, notamment, qu'on signe des clients à l'année. Parce qu'on ne peut pas signer un client sur 3 mois sur du CM. Mais clairement, on a une équipe qui est limitée et donc le pôle conseil nous permet de coacher certaines marques, équipes, entreprises qui veulent gérer en interne leurs réseaux sociaux, mais qui veulent le faire de façon professionnelle et qualitative. Et donc nous, on les coach et on les accompagne dans cette transition. Et depuis peu, j'ai ouvert un 5e pôle, mais dont je ne parle pas encore vraiment parce que je suis un peu en phase de test, où personnellement, j'accompagne certaines chefs d'entreprise, donc plutôt de relations publiques, qui ont par leur métier un compte Instagram. Donc elles sont stylistes, entrepreneuses, et donc par leur métier, elles et leur notoriété, elles ont ce compte Insta avec des abonnés, mais elles savent pas comment le gérer, comment le développer. Elles se font contacter par des marques, mais savent pas si elles doivent accepter, c'est pas leur métier, et tout ça. Et donc moi, je les coach. Je suis pas du tout agent. Je les coach sur leur contenu et je les aide à développer leur compte dans le bon sens et à savoir se positionner. Voilà. D'accord. Toi, je comprends en fait que ça a été rapidement indispensable de t'entourer en fait. Au bout du 3e client. Alors, clairement, moi, ma philosophie, c'est qu'on ne peut pas arriver au sommet tout seul. Non. Et ceux qui disent qu'ils y arrivent tout seuls, il y a vraiment un sujet. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Voilà. Et puis surtout, c'est impossible. Impossible. C'est des métiers qui... On peut pas, c'est trop d'opérationnel. Ouais. En fait. Et mes équipes, c'est elles ont fait la success story de Kickoff. Vraiment, elles sont toutes les personnes qui font partie de Kickoff. Alors, j'entends mes équipes, mes clients, parce que j'ai la chance d'avoir une bonne partie de mes clients qui sont là depuis le premier jour. Et mes tout premiers clients que j'ai signés sont toujours là.
Sauf Mania, évidemment. Mais voilà, donc il y a toute une success story, mais on n'y arrive jamais seul. Et moi, mes équipes font évidemment 80% du job. J'ai mis longtemps à, moi, lâcher prise. Ça a été le plus dur, c'est-à-dire accepter de déléguer. C'est hyper compliqué quand on est entrepreneur, notamment qu'on monte sa boîte et que c'est sa tête qui est en haut de la boîte, quoi. Donc j'ai trouvé ça hyper dur de me dire bah ça reste quand même mon image et genre si on se foire, c'est forcément ça, c'est un des trucs les plus difficiles, je pense, que j'avais pas anticipé, c'est que quand t'es salarié, si tu merdes, bon, bah il y a ton patron qui te couvre, mais c'est ton patron. Ça t'engage pas toi de ta réputation. Voilà, quoi. c'est ton patron qui te couvre. Exactement. Et quand j'ai monté Kikoche, je me suis dit ah ouais, il y a plus personne qui me couvre. Bah non, c'est moi. Et ça c'est c'est anxiogène. Enfin quand il pense, il faut pas trop y penser quoi. Donc voilà, heureusement on n'a jamais eu, Il n'y a jamais eu de bourde ou de... Il y en a eu, évidemment. On n'est pas parfait, mais ça a dû arriver, évidemment, en 5 ans, si c'est arrivé 3-4 fois. Pas qui entache ta réputation, quoi. Non. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis après, j'estime que aussi, quand tu bosses et que tu fais ce métier-là, forcément, tu fais des erreurs. Hein. On n'est pas parfait. Mais bon, donc, j'ai appris à beaucoup déléguer. Et aujourd'hui, clairement, moi, personnellement, je gère qu'une poignée de clients. D'accord, justement, j'allais te demander ta journée type aujourd'hui dans ta vie. Ou alors, si c'est pas journée type, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas deux pareils, sur quoi tu interviens? Alors, en fait, j'ai de moins en moins de clients en propre. Okay. Ça a été super compliqué parce qu'en fait, c'est ce que j'aime faire. Mais je voulais être de moins en moins dans le direct, c'est-à-dire l'application, et plus, moi je suis très stratégique. Dans l'OP, ouais. Voilà. Mais j'aime l'humain, c'est ce que je disais au départ. Donc en fait, ne plus du tout faire d'humain, pour moi, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment ce que j'aime. Donc depuis, j'y arrive de plus en plus depuis que j'ai eu ma fille. C'est drôle, hein. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise. J'avais mes clients autant que les filles avec leurs clients. Et puis aussi, on était une toute petite structure, donc c'était pas possible de faire autrement. On est toujours une petite structure. J'ai 7 salariés et 4 freelances. Donc, on reste une petite structure, mais qui est quand même maintenant plus à taille moyenne. Et donc, j'ai une poignée de clients que je gère personnellement. Et sinon, après, les filles, elles ont chacune leurs clients. Et moi, je les accompagne. C'est-à-dire sur la strat, sur les doutes, je les coach en fait. J'essaie de les coacher au maximum pour qu'elles soient le plus autonomes possible. Et franchement, aujourd'hui, elles sont vraiment super autonomes. Et c'est ce qui est difficile pour moi, c'est que par moments, donc je lâche prise, ce qui est bien. Mais par moments, d'un coup, j'ai une espèce de montée de stress, de contrôle fric, en me disant, OK, il faut que je regarde tout. Et là, je panique. T'as fait ça, t'en es où? Et là, franchement, quand elles savent, là, je suis dans une semaine comme ça, et elles savent. Faut mieux pas non, mais elles te contredire. Non, mais elles savent que par moment, j'ai une espèce de montée de stress qui est en fait, j'arrive de plus en plus à lâcher prise totalement. Ouais. Mais d'un coup, je me sens, OK, on a quand même 35 clients. Ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour eux en ce moment? Est-ce que tout est OK? Et alors, quand les questions commencent à déballer, les pauvres, c'est un peu compliqué à gérer. Mais bon, elles savent que c'est mon défaut. Ça n'arrive pas souvent, mais par moments, j'ai un peu une montée de stress. Voilà. Et moi, donc, je m'occupe principalement du développement de l'agence, de répondre aux prospects. C'est ce que je disais. Par chance, pour le moment, on ne démarche pas. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand, mais voilà. Mais en tout cas, répondre aux prospects, voir aussi quand même régulièrement les clients, rencontrer de nouveaux influenceurs, gérer ma poignée de clients que je gère moi-même. Et puis surtout, et c'est 80% de mon job, accompagner les filles dans leur épanouissement professionnel, au niveau de leurs clients et en interne, et beaucoup de RH. Forcément. Voilà. Ça, je me dis que ma 5e année, donc Kikoff aura 5 ans en octobre, et j'espère pouvoir, je me souhaite pour 2024 d'avoir les moyens de m'offrir une RH qui pourra gérer peut-être plus l'humain mieux que moi. Alors, j'ai une politique, et je pense que tout entrepreneur doit pouvoir faire ça. Je fais tout moi-même avant de déléguer. C'est super important pour moi. C'est un super conseil.
Et vraiment, c'est un conseil que je donnerais à tout entrepreneur qui se lance. Il faut savoir le faire soi avant de le demander aux autres. Pour plusieurs raisons. Déjà, si vous ne savez pas le faire et que vous le demandez à quelqu'un d'autre, si la personne vous explique pourquoi ça lui prend tant de temps, pourquoi ça lui prend tant d'énergie et que vous ne pouvez pas argumenter, bien sûr, vous êtes bloqué. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, parce que ça me permet d'être plus proche de mes équipes, déjà, de comprendre ce qu'elles font. Et aussi, je crée la structure. Donc là, typiquement, on a développé depuis, c'est tout récent, ça fait 3-4 mois, on développe la création de contenu TikTok. Oui. Pour nos clients. Mais en fait, il faut une méthode de dingue. Parce que il faut suivre les trends, il faut avoir plusieurs créateurs de contenu, il faut le client, forcément, un peu encore une vision Instagram, donc très esthétique, alors que c'est pas le concept de TikTok. Enfin bref. Et donc, je me suis dit, OK, je vais le faire moi, pendant 4 mois, pour comprendre. Je vous suis, ça me fait trop marrer. Non, mais pour comprendre comment je vais briefer tester, mes créas, comment je vais briefer mes DA, comment ça fonctionne avec notre client. Donc, je suis l'intermédiaire avec notre client sur la création de contenu des TikTok pour leur compte de marque. Et maintenant que j'ai créé la méthode, j'ai créé la bonne organisation, que je sais que c'est facile, que ça y est, c'est carré, bah là, j'ai décidé de le déléguer à une des personnes de mon équipe en disant, bon, bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Le document, c'est ça. Les deadlines, c'est ça. Et voilà. Mais je l'ai fait, moi, avant, pour comprendre. Parce que même après, pour elle, pour pouvoir échanger avec elle, si elle a besoin, si ça la stresse, s'il y a un souci, quoi. Super conseil. Comment tu choisis tes clients ? Donc, tu me dis qu'ils viennent à toi. Quels sont les critères sur lesquels tu te bases ? Et plus généralement, parce que je trouve que c'est vraiment un vrai sujet en tant qu'entrepreneur que moi, je vois aussi, et que beaucoup voient. Comment tu fais tes choix ? Alors, il y a plusieurs choses. Il se trouve que là, on a la chance de pouvoir choisir nos clients. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Donc, forcément, si mon but premier est de, évidemment, pouvoir payer tout le monde à la fin du mois, mon loyer, mes équipes, peut-être moi aussi me verser un salaire et de continuer de faire grandir l'agence. Donc, tant que je peux me permettre de choisir mes clients, évidemment, je le fais. Mais si un jour, je ne peux plus le faire, je ne le ferai plus. Clairement, la priorité, c'est mes équipes plutôt que mon ego. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, maintenant, comment je fais pour accepter mes clients ? En fait, je fonctionne avec mes équipes. Moi, je rencontre le client, elle le rencontre, et on se demande si vraiment on croit au concept. Est-ce que en fait, c'est compliqué de vendre quelque chose auquel tu crois pas. Nous, on fait un métier où, en fait, on aide nos clients à grandir, à vendre leurs produits. Donc, si toi-même, tu crois pas au produit, à vendre, c'est un cauchemar. Donc, c'est la première chose qu'on se demande. Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on croit au projet ? Est-ce qu'on croit à la personne ? Est-ce qu'on a un feeling ? Est-ce qu'on accroche ? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, forcément, les budgets. Parce que pareil, alors moi, je prends toujours... on a de plus en plus des gros clients, mais je veux toujours avoir des startups. Je trouve que c'est super important de pouvoir continuer d'avoir, même si c'est des plus petits budgets, de continuer à aider certaines marques qui n'ont pas les moyens. Mais effectivement, forcément, financièrement, à un moment, les honoraires, il faut que ça rentre. Donc, dépendant de la mission qu'on nous demande, de l'investissement de temps des équipes, ça aussi, forcément, ça rentre dans le choix de la décision. Et puis, le timing. Malheureusement, le problème du digital, c'est que c'est assez direct. Et donc, on a beaucoup de clients qui pensent qu'ils arrivent et que, hop, lundi, on commence. Ah oui, mais... Ou alors, dans un mois, j'ai 6000 followers, voilà. alors que j'ai 0. Donc, il y a ce problème d'instantanéité qui n'est pas forcément toujours évident dans ce métier-là et où, en fait, on se pose aussi la question. Et donc, moi, je vois toujours avec les filles, je dis, OK, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on veut y aller ? Est-ce qu'on y croit ? Et puis, même en termes de timing, est-ce qu'on est capable, là, maintenant, de gérer nos clients plus eux. Pendant très longtemps, c'est vrai que j'ai eu tendance à accepter des nouveaux clients en me disant, justement parce que je signais pas de clients à l'année ou très peu. Donc j'avais un peu ce stress de me dire, en fait, si ça se trouve, dans 4 mois, il y aura plus rien. Donc dès qu'il y avait un client qui arrivait, j'étais OK, trop bien, on y va. Et en fait, on s'amassait une charge de travail qui était vraiment beaucoup trop importante. Et aujourd'hui, j'essaie de plus valoriser le bien-être de tout le monde avec moins de clients, mais aussi peut-être qui nous payent mieux, qui sont aussi plus durs.
c'est sûr, mais qui sont hyper challengeants. D'accord. Et tes choix de manière générale, est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu discutes avec d'autres entrepreneurs? Est-ce que tu fais à l'intuition, au feeling? Alors, je fonctionne beaucoup à l'intuition et au feeling. Ouais. Ça a toujours... c'est ce que je disais, je suis hyper émotive, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Par moments, il y a des personnes que tu penses cerner et tu t'es trompé, donc ça, c'est un peu frustrant. Mais je fonctionne beaucoup là-dessus. Et deuxièmement, j'ai la chance d'être super bien entourée de d'autres entrepreneuses amies qui ont des agences respectives avec qui on s'entend très, très bien. Et on se soutient énormément ensemble. Donc, typiquement, déjà, un de leurs clients m'appelle, je les préviens tout de suite. J'ai un doute sur un prospect, je leur demande. On est sur une collab en cours et on galère à trouver des profils. On a un groupe WhatsApp ensemble, d'agences ensemble, et on s'écrit et on se donne des tips, voilà. Donc non, alors je me sens un peu seule en termes de chef d'entreprise. Parfois, je trouve que c'est dur. Parce que je suis la seule décisionnaire et par moments, c'est compliqué de gérer des équipes. L'humain, c'est compliqué. Moi, j'y mets beaucoup d'humain, même trop d'humain. C'est parfois mon défaut. Donc, c'est super dur parce que je le prends très, très à cœur. Donc, d'avoir cette bande de copines qui font le même métier que moi et qui sont dans le même type de situation, c'est cool de temps en temps de pouvoir décharger. Avec des copines, des potes qui comprennent. Et puis, j'ai la chance d'avoir un mec qui me soutient. C'est quoi ta vision de l'influence aujourd'hui? C'est un métier qui évolue énormément, qui, normalement, se professionnalise. C'est bien. Je pense que moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là, donc il y a 8 ans, même bientôt 9, c'était pas du tout professionnalisé comme ça l'est aujourd'hui. Enfin, ça n'a rien à voir. C'était les prémices, donc on giftait des influenceuses. Quand on avait nous de stories, on était hyper excités et les clients nous demandaient rien d'autre. Enfin, le focus c'était la presse, le retour sur investissement sur la presse, mais pas du tout l'influence. Aujourd'hui, ça se professionnalise. On rentre dans des normes où on doit rendre des chiffres. Donc, forcément, c'est plus technique qu'avant. Avant, on faisait un report. Elles ont fait des stories, c'est trop bien. Maintenant, combien de stories? Pourquoi? Quel reach? Donc, le reach, c'est le nombre de personnes que vous avez potentiellement touchées avec le contenu de l'influenceuse. Quel nombre de clics? Quel nombre de ventes? Voilà. Donc, ça devient plus technique, mais c'est super passionnant parce qu'on arrive aujourd'hui à faire des vraies analyses qui sont dingues et je trouve que l'influence, c'est un métier qui est incroyable. On peut, grâce à l'influence, lancer sa marque très facilement. Alors, voilà, tout à l'heure, je disais que moi, personnellement, j'avais pas eu à faire d'investissement. J'ai pas eu besoin d'avoir du cash dans ma boîte. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, même si évidemment au départ on lance sa marque de vêtements et forcément on investit parce qu'il faut créer de la prod et créer du stock, grâce aux réseaux sociaux, on peut de façon à coût très réduit faire une com pour sa marque et créer des ventes, créer de la notoriété, créer de la visibilité. Et ça, c'est extraordinaire. Grâce à l'influence aujourd'hui, l'influence permet de faire connaître des très jeunes marques et pas que des marques de luxe que tout le monde connaît, quoi. Ouais, complètement. On peut parler de plein d'autres marques, comme on peut parler de plein de restaurants. On n'est plus obligé d'être passé à la télé pour faire connaître son resto. Et ça, c'est révolutionnaire, moi, je trouve. Donc, en ça, moi, l'influence me passionne. Et puis en plus aujourd'hui c'est aussi très engageant. Il y a des influenceurs qui sont hyper engagés sur des sujets. On peut parler de sujets plus ou moins sensibles, mais plus profonds que seulement quel est mon look du jour, quoi. Complètement. Vous faites rentrer en fait au quotidien des nouveaux influenceurs à chaque fois dans votre agence pour les projets. Oui, vous tournez pas sur les mêmes. Non, alors forcément. Quand tu rentres dans une habitude, tu as des influenceurs avec lesquels tu travailles plus régulièrement que d'autres. Mais non, on essaye au maximum de faire des listings qui correspondent à nos clients. Donc, je prends souvent cet exemple-là parce que ça me paraît normal, mais si je lance une marque de biberon, je vais pas contacter des influenceuses qui sont pas mamans. Oui. Ou alors j'ai une influenceuse qui est végane, je vais pas l'inviter dans mon steakhouse. Voilà. Donc c'est juste un truc qui fait un peu sens. Je m'occupe d'une marque où c'est 500 € la chemise, je vais pas contacter une fille qui a 18 ans. Voilà. Donc c'est des choses qui font sens, mais pas forcément pour tout le monde. Ouais. Donc c'est bien de le rappeler.
Et on développe tout le temps. Et ça, je pousse les filles à le faire aussi, qu'elles aient leur réseau. Oui. Je leur explique que c'est pas que mon réseau. Moi, j'ai le mien. Il faut qu'elles aient le leur, qui soit différent du mien, pour justement créer des synergies, qu'elles aient aussi, c'est le métier, quoi. Complètement. Elles te font pas valider forcément les profils avant Quand elles ont des doutes, oui, mais après, de moins en moins. Après, quand on a, par exemple, des déplacements, des choses comme ça, là, elles me font valider. Mais sinon, je leur fais totalement confiance. Elles ont compris qui on était, quelles étaient nos valeurs et quelles étaient les valeurs des clients. Ce qui est plus difficile, c'est de pas faire valider aux clients. Donc, quand ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux, on leur fait plus vraiment valider. Enfin, ils nous font totalement confiance. Au début, évidemment, on fait. D'accord. En plus, ça c'est réglementé. Vous avez partagé d'ailleurs ces nouvelles règles où aujourd'hui, quand on fait une story et quand on reçoit des produits gratuitement ou qu'on est payé, il faut quand même le noter. Ouais, c'est de la transparence. Je pense que c'est hyper important. Maintenant, il y a un juste milieu, je pense, à trouver entre tout montrer, c'est-à-dire dire même quand vous êtes gifté. Et le paid, je pense que c'est important de le mentionner. C'est la loi, c'est comme ça, et ça me paraît normal. Montrer quand tu as été gifté, on s'en doute. Et puis, ça fait plus du tout spontané. C'est quand même le but des réseaux sociaux, c'est que ça reste un peu spontané. Bon, il y a un équilibre à trouver, mais cette loi, c'est bien. Enfin, ça va créer un cadre. Et je pense qu'on avait besoin d'un cadre. Après, c'est comme tout. Là, je pense qu'on est vraiment focus influence. À voir dans 6 mois ce qui tient encore complètement de cette loi. Mais c'est bien. Et là, avec les filles, on est à fond sur la loi, à tout étudier pour être sûr de pas faire d'impair, de tout bien cadrer, de aussi expliquer à nos clients ce que ça va changer, voilà. Donc ça, et puis après, il y a aussi le certificat des influenceurs où ça, c'est encore autre chose. Oui, parce que les clients doivent comprendre aussi que maintenant, il y a toutes ces mentions, donc c'est peut-être un peu moins caché et intégré dans la vie de l'influenceur. Exactement. Donc, il faut réussir à faire en sorte que ça soit le plus spontané possible. Exactement. Mais même du côté influenceur. Ah oui, totalement. C'est pour tout le monde, en fait. Il y a quelque chose qui m'a marqué, que tu as dit au tout début de l'interview, c'est que tu avais du mal à être légitime, encore maintenant. Ouais. Tu es chef d'entreprise, tu as des salariés, t'es bien dans le marché parisien et français. Comment ça se traduit ce manque de légitimité que tu ressens, et surtout comment tu le dépasses? C'est super difficile. Je pense que j'ai toujours eu un manque de confiance en moi. Ça fait partie de moi. C'est compliqué. Alors évidemment, je pense que je me sens de plus en plus légitime. Je le vois à travers nos clients qui évoluent, à travers évidemment l'agence qui évolue, à travers nos honoraires qui évoluent. Donc tout ça montre bien quand même que j'arrive à me sentir et à sentir Kickoff de plus en plus légitime dans ce milieu-là, notamment parce que je pense qu'on était quand même une des premières agences à vraiment développer une agence intégralement digitale et pas avec de la presse. Mais en fait, j'ai monté ma boîte tellement jeune, j'avais 27 ans, et encore pas si jeune par rapport à d'autres, mais j'estime quand même que j'étais jeune. J'avais 27 ans, j'étais une femme. Et puis j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je justifie que je suis bien à ma place et que je mérite d'être à ma place. Donc ça a toujours été un sujet que j'arrive de plus en plus à dépasser. Je travaille beaucoup sur moi. J'ai une sophrologue qui m'accompagne vachement et qui me coach. J'ai une coach. C'est une coach de vie, je pense. Il y a 2 choses que j'ai fait et que je conseille de faire. Je repars un peu en arrière, mais en parlant de ça, je me dis qu'en fait, c'est bien d'en parler. Qui m'ont vraiment aidée à me professionnaliser. J'ai pris une coach d'entreprise qui est venue dans ma boîte. Pendant 1 an, j'ai travaillé avec elle. J'avais jamais créé de business plan. Moi, j'ai monté Kickoff sans business plan. Donc, elle m'a fait créer un business plan prévisionnel sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Elle m'a créé des outils, donc fichiers Excel, pour rentrer les honoraires de tous mes clients, de voir ce que je dépensais, voir ce que je gagnais, voir toutes les dépenses de tout. Donc ça a été un de mes meilleurs investissements. D'avoir cette femme qui mettait un peu la main dans le cambouis et qui me disait « Ok, donc attends, comment tu te vends ? Comment ça tu le vends ?» Elle m'a aidée à
lever mes prix, à me dire non mais attends, t'es beaucoup plus légitime que ce que tu penses. Ça, tu vas le dissocier dans ton devis, du coup tu vas facturer 2 fois plus. Tu vas faire comme ça, à structurer mes fichiers Excel pour avoir une vision d'ensemble. Ça a été mon meilleur investissement. C'était un coût que j'ai pu me permettre au bout de 3 ans, parce qu'avant je pouvais pas, qui a été génial. Et depuis que j'ai eu ma fille, je vois une sophrologue qui m'aide à prendre de la distance. Et à réussir, en fait, j'ai 2 enfants, j'ai ma boîte et j'ai ma fille. Et donc, à un peu prendre du recul. Et d'ailleurs, j'ai écouté ton podcast avec Alix Petit, qui disait qu'elle avait appris à faire en sorte que M-Stone ne soit plus son bébé. Et c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. D'apprendre à prendre du recul. À dissocier sa valeur personnelle de sa boîte. Exactement. Ouais. Et à prendre du recul parce que, encore une fois, je suis trop sensible, trop émotive. Et je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc, je pense que c'est ce qui fait la différence de Kick-Off. D'ailleurs, on nous le dit hyper régulièrement. Nos clients nous le disent. Les influenceurs nous le disent. Que quand c'est avec nous, c'est quand même toujours hyper carré, hyper bien fait et tout. Mais par moments, il faut aussi savoir un peu lâcher du zeste, quoi. Ouais, complètement. Donc voilà, mes 2 conseils. J'ai investi dans une coach pro qui m'a aidé à vraiment structurer, développer, mettre en forme, même faire des fiches pour les filles d'évaluation tous les ans pour qu'on puisse échanger ensemble, qu'elles puissent se noter, mais que je puisse les noter, attention, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire faire le point ensemble, qu'on puisse parler des problèmes et des sujets, mais de façon bienveillante. Voilà, elle m'a aidé à faire une plaquette pour bien présenter avec les bons wordings l'agence. Enfin, vraiment, on a travaillé ensemble pendant 1 an. Ça a été très, très long. Beaucoup d'énergie pour moi parce que c'est en plus de ton travail. Donc, tu le fais sur des horaires complémentaires. Mais ça a été passionnant et clairement, aujourd'hui, j'ai ces outils dans ma boîte qui me permettent d'évoluer sereinement. Voilà. Et après, moi, j'ai une super sophrologue, mais ça peut être pour certains une psy, d'autres une amie, mais quelqu'un d'extérieur qui peut vous aider à dissocier l'investissement de l'entrepreneur qui c'est un bébé en soi et sa vie, quoi. Ouais, complètement. Tu serais d'accord pour partager le contact de cette coach ? Oui. Alors, elle s'appelle Clémence Martin. Ok, voilà, super, pour ceux qui sont intéressés. Est-ce que tu pourrais me citer un challenge, un aléa que tu as pu traverser au niveau perso ou pro, un qui t'a marqué particulièrement et la façon dont tu l'as relevé ? Ouais, ma grossesse. C'est fou de dire ça parce que vraiment, j'ai jamais eu de problème en tant que femme. Je me suis jamais sentie... Ok, j'ai monté ma boîte très jeune et j'avais 27 ans et j'étais une femme. J'ai jamais eu aucun souci. Enfin, ou alors ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, grand maximum, mais j'ai pas été dévalorisée parce que j'étais jeune et que j'étais une femme. On m'a pas demandé de baisser mes prix. Enfin, on m'a pas dit non. Enfin, voilà, j'ai jamais eu de problème. On a passé le Covid haut la main. Donc, même ça a été un des moments où j'ai le plus travaillé dans ma vie. Le Covid, ça a été hyper sportif pour nous. Et donc, est arrivé après de ma grossesse et je me suis dit, bon, bah, franchement, finger in the nose, quoi. Crème, quoi. Ouais, ça peut que bien se passer. Et ça a été super dur. Ça a été super dur parce que je l'avais pas du tout anticipé. Et moi qui suis contre le fric, qui anticipe tout, j'avais pas anticipé que, 1, je pouvais avoir une grossesse compliquée, ce que j'ai eu. Que 2, ma santé devenait plus importante que le reste, moi où j'étais une grosse bosseuse. Et que 3, être enceinte et chef d'entreprise, c'est très difficile. C'est très difficile parce que plusieurs choses, quand vous rencontrez des prospects, c'est la première fois en 4 ans chez Kick-Off où j'ai eu du mal à signer des prospects. Je pourrais jamais dire officiellement que c'est ça, évidemment. Et puis, quand je me mets dans la tête des clients, je comprends. Il doit arriver, t'es enceinte, ils se disent, bon, bah, attends, elle va accoucher dans 3 mois, elle sera pas sur le dossier. Je comprends, même si ça m'énerve de le dire et que ça devrait plus arriver aujourd'hui. Dans leur tête, je peux aussi comprendre. Donc, j'y allais pas seule. Je cachais ma grossesse. Il se trouve que par les difficultés que j'ai eues, j'avais un petit ventre. Donc, ça m'a aussi aidée. On a vu que très tardivement que j'étais enceinte. Mais ça, c'était dur. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, j'avais des clients adorables, mais qui me maternaient parfois un peu trop. Ouais. Donc, ils me disaient, non, mais Katinka, il faut que tu te reposes. Ouais. Tout va bien, je suis pas malade. Oui. Accessoirement, j'étais malade, mais mes clients ne l'ont jamais su. Et ça, c'est ce qui a été le plus dur pour moi. C'est que j'ai rapidement compris que
être enceinte était un problème pour Kick-Off. Donc j'avais prévu une croissance que j'ai eu peur de ne pas faire parce que justement les prospects avaient plus de mal à signer, que les clients voyaient que j'étais enceinte et prenaient un peu peur aussi, mais c'était pas malveillant. C'était vraiment pas malveillant. C'est malheureusement l'humain qui est comme ça, quoi. Donc voilà, donc j'ai un peu j'ai serré les vis, quoi. J'ai beaucoup bossé pendant toute ma grossesse et j'ai décidé de tout cacher. Donc j'ai eu une grossesse pathologique qui a été très compliquée et je l'ai jamais dit, ni à mes clients, ni à mes équipes. J'ai été hospitalisée 1 mois et demi, 3 fois au total, et mes équipes ont su 2 jours avant que j'allais accoucher, et les 2 ou 3 premières fois, à part Clem qui est vraiment ma meilleure pote, personne ne savait. Donc la première fois j'ai été hospitalisée, c'était 2 semaines avant Noël. J'ai dit que je partais en Provence bosser en télétravail. J'étais à l'hôpital. Et tu publiais pas, tu partageais rien. En fait. Enfin sur Insta je disais rien. La deuxième fois où j'étais hospitalisée, c'était quand même au moment du Covid, donc j'ai dit que j'avais le Covid et que j'étais confinée. Accessoirement j'avais le Covid, mais j'étais confinée à l'hôpital. Et je faisais tous mes zooms. Je bossais à l'hôpital, ils me prenaient pour une malade mentale. Les sages-femmes, elles arrivaient dans ma chambre et je disais attendez, est-ce qu'on peut attendre 5 minutes. Ah ouais, d'accord. Je mettais des flous pendant mes zooms pour pas qu'on voit les tuyaux et les trucs où j'étais branchée, enfin bref. Et 3e fois, là c'était mi-janvier, j'ai compris que j'allais accoucher. Je devais accoucher en mars et j'ai accouché en janvier. Donc là, j'ai prévenu mes équipes, mais je leur ai dit que je voulais pas que les clients soient au courant. Donc j'ai accouché, ma fille était préma, elle est restée 2 mois à l'hôpital, et donc du coup j'ai accouché en césarienne, et au bout d'une semaine, enfin je suis rentrée chez moi au bout d'une semaine, donc pendant une semaine j'ai pris un peu de distance, et puis après en fait ma fille était à l'hôpital. Donc la question, enfin j'allais pas rester chez moi, donc moi j'ai eu des potes qui ont eu des césariennes et qui ont mis 1 mois à s'en remettre. Moi au bout de 5 jours c'était fini, enfin de toute façon j'avais pas le choix. Je vivais sur un 2e étage sans ascenseur et j'étais obligée d'aller voir tous les jours ma fille à l'hôpital. Donc en fait la question se posait pas. Ma césarienne elle est partie aux oubliettes en 30 secondes chrono. Et je passais mes matinées à l'hôpital, mon mec les après-midi, et moi les après-midi j'allais au bureau. Je voulais pas rester chez moi, j'avais aucune raison de rester chez moi alors que j'étais pas en congé maternité. De toute façon, quand on est entrepreneur, il n'y a pas de congé maternité. Mettons les mots là-dessus. Et donc j'ai continué de bosser, et puis finalement ma fille est rentrée début mars chez moi. Et donc là j'ai pris 3 semaines. Et donc j'ai dit à mes clients que je venais d'accoucher. Mais donc, j'ai vu mes clients pendant 2 mois, et certains, je leur ai jamais dit que j'avais accouché, et je mettais des trucs larges, donc ils avaient l'impression que j'étais enceinte. Accessoirement, forcément, t'as encore un peu tes kilos de ta grossesse. Moi, j'ai fait une pré-éclampsie. Donc d'accord. Donc j'ai perdu 9 très kilos. Grave, j'ai perdu 9 kilos en une semaine en accouchant, parce que j'ai perdu 9 kilos d'eau. Donc quand même, j'avais perdu un peu de poids. Mais toujours est-il que tu mets un pull hyper tu te couvrais en hiver. Non, personne ne voit. Donc ça a été mon plus gros challenge. Ça m'en fait des frissons, ce que tu me racontes. Du coup, je suis pas tellement certaine de vouloir faire une seconde grossesse. Non pas que... Bon, déjà, j'ai une grossesse compliquée, mais au-delà de ça, en entrepreneuse, j'ai trouvé ça dur. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'avoir une super équipe qui m'a énormément soutenue. Clairement, on fait pas d'heures sup enfin très peu, mais là elles en ont fait beaucoup et j'en suis consciente. Elles m'ont beaucoup soutenue, elles ont beaucoup porté pour moi à un moment où j'avais du mal à porter, même si j'étais quand même vraiment là, mais sans être là, je pense. T'as beau vouloir être là, parfois tu l'es pas. Donc j'ai eu la chance d'avoir une super équipe qui a été hyper solide. Voilà, et puis après, quand je suis revenue, il a fallu un peu remonter tout ça aussi. Et puis finalement, on a fait une super année et tout s'est bien passé. Mais ouais, c'était le challenge que j'avais pas anticipé, bizarrement. Alors qu'on se dit, une challenge. Ouais, non mais exactement. Tu te dis, bon, ça va passer grave. Moi, c'est pareil, ma 2e grossesse, ça s'est extrêmement mal passé. Mais je me suis dit, bon, voilà, je vais gérer. J'avais gardé tous mes clients. Et en fait, moi, au 7e mois, j'ai vraiment sombré et je pouvais plus, quoi. Mais si c'était à refaire, tu referais exactement comme t'as fait, ou peut-être tu te préserverais plus, non ? Non, je referais la même chose, parce que, encore une fois, ce que j'ai eu n'avait rien à voir avec ma façon de vivre. Ouais. Donc, j'ai pas accouché à 7 mois parce que je bossais trop. Ça n'a rien à voir.
J'avais une maladie qui était à la base autre chose et qui s'est transformée en pré-éclampsie, qui, quoi qu'il arrive, était là et qui n'avait pas de rapport avec le travail. Mon travail et ma vie n'avaient aucune incidence. Et je pense que si j'avais pas bossé, je serais devenue folle. Ouais. Donc vraiment, non. Ouais, je referais pareil, de la même façon. Maintenant, si je devais avoir une deuxième grossesse, j'aimerais avoir un peu plus de sérénité, c'est sûr. Mais je referais pareil. Et j'avais fait un truc top que Marie Courroy m'avait conseillé. J'ai fait le point du bébé d'acupuncture. Je l'ai interviewée sur mon podcast et elle m'en a parlé, mais moi ça a pas du tout marché. Ah ouais. Alors moi ça a été un succès de dingue. C'est vrai. Alors moi je suis très stressée, je suis très anxieuse, très stressée, et donc du coup c'était un vrai sujet pour moi. J'avais hyper peur que Pia, ma fille, manque de sommeil, ça te tue, qu'elle soit stressée et tout. Et donc j'ai fait ce point du bébé. Donc le concept c'est de l'acupuncture, et apparemment ça dissocie le stress de la maman, de l'enfant. Et ça fait des bébés zen. D'accord, moi c'est ce qu'elle m'avait dit par contre, parce que quand je l'ai interviewée sur mon podcast, elle m'avait dit que le point d'acupuncture c'était pour que l'enfant fasse ses nuits tout de suite. Oui. Et c'est peut-être lié à ça, c'est parce qu'il n'est pas stressé. Oui, en fait ça crée enfin ça crée pas du tout, mais ça aide à développer, à aider vos enfants, à être mieux, plus épanouis, moins stressés et tout ça. Et moi je dois dire que ma fille, elle est clairement bien dans sa tête, quoi. Pas stressée, pas de problème. Et elle dort très très bien depuis qu'elle est toute petite, donc ça, on a beaucoup de chance. Ouais. Je ne saurais jamais si fondamentalement c'est ça. Mais dans ma tête, comme j'étais quelqu'un de très anxieuse et très stressée, de me dire que j'allais faire ce truc-là qui allait dissocier mon stress du sien, j'étais là, ok, quoi qu'il arrive, ça peut que être bien. Ouais. Et juste une dernière question par rapport à ça. Ta famille te disait pas... Lève le pied. Ouais, voilà. Si, c'est horrible. Ouais, j'imagine. J'ai une famille adorable, et je les aime profondément, que ce soit ma mère, mon père ou ma belle famille. Mais ils avaient ce truc de me dire, non mais il faut que tu te reposes. Oui, mais en fait, laissez-moi faire comme je peux et comme je veux. C'était aussi mon échappatoire. C'est-à-dire que c'était déjà très anxiogène ce que je vivais. Et donc, de travailler, ça me permettait de pas y penser, quoi. Et puis, de passer au-dessus. Donc, non, j'ai eu une famille très bienveillante. Ils se sont beaucoup, beaucoup occupés de moi. Mais là-dessus, oui, ils voulaient me le faire lever le pied un peu trop. J'ai quelques petites dernières questions avant de passer aux questions de fin. J'ai oublié mon idée, du coup. Si. Ton équilibre vie pro, vie perso aujourd'hui. Comment je fais ? Ouais. Alors, c'est un truc que j'ai décidé de faire. Quand je rentre à la maison, je pose mon téléphone tout de suite. J'ai compris que en fait, j'avais le droit de beaucoup travailler. C'est ma vie, c'est ma façon d'être. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Je suis comme ça. Maintenant, quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille. Quand je suis avec mon mec, je suis avec mon mec. Évidemment, par moments, le job prend le dessus. Et quand j'ai un truc qui me prend à cœur, typiquement hier, il y avait un truc vraiment qui me prenait à cœur. Et j'ai dû... avec mon mec, on en a vachement parlé hier soir. J'avais besoin d'évacuer, d'en parler avec lui, et là-dessus il est de super écoute. Mais sinon, quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille, je travaille pas, ou le moins possible, je déconnecte au maximum. Ça, c'est ma façon de faire. Après, malheureusement, quand on est entrepreneur, il n'y a pas de moment off, quoi. Des vacances où je travaille pas, ça n'existe pas. J'essaye de les minimiser et de me créer des sas de décompression. Et aussi un truc que j'ai voulu, que j'ai m'autorise, je me book des moments avec moi-même. Donc, sport, évidemment, mais coiffeur. Je me foutais énormément de la gueule de ma mère quand j'étais petite, parce qu'elle est tout le temps chez coiffeur. Je disais, mais tu te rends compte le fric que tu dépenses là-dedans ? Et maintenant, je le fais. Et en fait, je me dis, voilà, ça, c'est mon truc. Je vais chez le coiffeur régulièrement. Bah ouais. Mais c'est un budget qui me fait du bien. Déjà parce qu'on fait quand même un métier de représentation. Donc, c'est quand même important de le dire. Et que je veux... ça me fait du bien. C'est un moment que j'aime. Je prends soin de moi. J'essaye au maximum et ça m'aide. Moi, je parle d'enveloppe bien-être où tu viens piocher, tu vois, dans ton enveloppe bien-être qui est à toi chaque mois pour te faire un cours de yoga. Ça t'aide à te sentir mieux avec toi, plus aligné. Là, j'ai eu en début d'année, j'avais des rendez-vous pro qui étaient hyper challengeants pour moi, que j'avais jamais fait avant. Et tu dois te mettre dans un état d'esprit, quoi. Et en fait, quand t'es une femme, ça passe aussi par l'apparence. Alors,
parfois j'entends des femmes qui disent oui, on est obligé de faire ça, c'est hyper contraignant. Je le vois pas comme quelque chose de contraignant. Oui, ouais. Moi, je le vois comme quelque chose c'est un plaisir et ça nous permet de nous mettre dans un... Si vous êtes bien coiffé, que vous avez vos ongles faits, que vous êtes bien habillé, que vous vous sentez bien dans votre peau, c'est 50% du job qui est fait. Et ça, pour moi, c'est super important. C'est clair. Voilà. Donc, c'est comme tout. C'est aussi, et rien à voir, mais pour ça que j'ai choisi d'avoir aussi très rapidement des bureaux. Quand mes clients viennent chez moi, c'est 50% du contrat qui est signé. De voir qu'il y a des bureaux qui sont beaux, que c'est organisé, qu'il y a une équipe, que ça leur plaît, ça les rassure. C'est 50% du job qui est fait. Et le reste, après, évidemment, c'est moi et les équipes et le travail. Mais voilà. Et en fait, j'ai compris avec les années qu'il y a certaines petites choses qu'on peut faire qui prennent pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie et qui facilitent le quotidien. Tellement d'accord. Qu'est-ce que tu dirais à la Katinka qui commence l'entrepreneuriat autrement, comme tu veux, c'est quelles sont les grandes leçons en fait que tu as appris de ces 5 années d'entrepreneuriat, même si tu avais aussi un petit peu une boîte avant, mais voilà, de tes années d'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs, en fait, tes conseils ? Je dirais que rien n'est impossible et que toute personne qui veut devenir entrepreneur peut devenir entrepreneur. Après, toute personne n'est pas entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important de dire. C'est qu'être entrepreneur, c'est un peu un état d'esprit, une philosophie, et c'est aussi tellement des difficultés. Moi, mon père, quand je lui ai dit que j'allais monter ma boîte, il m'avait dit qu'effectivement, être entrepreneur, c'était la plus belle expérience de ma vie, mais que plus jamais je dormirais de la même façon, et c'est vrai. Tu dors plus jamais pareil. C'est un stress qui est différent. Tu dois payer tes équipes, tu prends les responsabilités de tout, mais c'est pas impossible et en tout cas des gens qui veulent faire le métier que je fais, c'est faisable, mais totalement. Il faut juste avoir l'envie, l'énergie et la détermination pour le faire. Mais si c'était à refaire, je referais exactement ce que j'ai fait de la façon dont je l'ai fait. Je pense avoir mis beaucoup d'humain dans tout ce que je fais. Alors parfois ça me dessert. Mais je referai pas différemment parce que en fait c'est trop important pour moi et que je pense que c'est la clé du succès. On va finir par des petites questions. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus ? Est-ce qu'elles sont vraiment sympas les influenceuses ? Et ta réponse ? Bah oui, enfin parce qu'encore une fois, tu choisis avec qui tu veux travailler, et évidemment, mais comme dans tous les métiers, il y a bien des avocats qui sont exécrables et il y en a qui sont trop sympas. Il y a des sportifs qui sont vraiment imblérables et t'en as qui sont adorables. Bon bah c'est comme dans tous les métiers. Mais oui, majoritairement, ils peuvent être super sympas. Est-ce que tu crois à la chance ? Oui, énormément. Je crois à la bonne étoile et je crois au bon moment. Parfois, les planètes ne sont pas alignées, et si elles ne sont pas alignées, c'est que ça ne devait pas se faire. L'échec, c'est compliqué. Surtout que moi, typiquement, je suis une personne qui fait beaucoup de plans. Je me projette beaucoup. Donc, quand je me projette et que ça ne se passe pas comme je veux, je trouve que c'est très difficile. Mais après, il se passe autre chose. Et je me dis, OK, bah, c'est qu'en fait, ça ne devait pas se faire pour cette raison-là. Donc, je crois à la chance. En revanche, je crois aussi beaucoup au travail. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. On peut avoir beaucoup de chance dans la vie, mais on se fait toujours rattraper si en revanche on n'y met pas l'énergie, quoi. Tes citations préférées ? Rien à voir avec le boulot. Oh, si, un peu. Karma is a bitch. Non, vraiment. Parce qu'encore une fois, avec la chance, il y a le karma. Et je pense que une de mes leitmotivs, entre guillemets, c'est la bienveillance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Être en accord avec mes valeurs et avec ma philosophie de vie, qui est de toujours respecter les personnes autour de toi et de toujours faire en sorte de faire rayonner les personnes autour de toi. Et donc les personnes qui sont malveillantes, le karma finit toujours par les rattraper. Une ressource préférée, podcast, livre, film, série, ce que t'aimes Alors, j'ai 32 ans et je regarde encore des séries vraiment de merde. Et c'est mon sas de décompression. Alors mon mec, ça le fait vraiment beaucoup rire, mais là, typiquement en ce moment, je regarde One Tree Hill.
Ah, j'adore. Oui, les frères Scott. Les frères Scott, j'étais tellement fan. Et j'ai 32 ans, j'ai une fille, une entreprise, oui. mais j'assume 100%. On a besoin de nous vider la tête. Mon sas de décompression, c'est ça. Alors j'ai des copines, elles regardaient de la télé-réalité et tout. Moi, j'ai besoin de regarder un truc, mais vraiment, où je ne réfléchis pas et où je pense à autre chose. Et après, j'écoute des podcasts. Le seul problème des podcasts, c'est que j'ai besoin d'être concentrée. Sinon, je me mets à penser à autre chose et d'un coup, je suis là. Merde, attends, j'ai loupé là les 10 minutes où... En ce moment, j'écoute un podcast qui est très bien, qui s'appelle Scandale. Je n'ai pas. Qui a été créé par le Madame Figaro. Ok. Et en fait, c'est sur des célébrités, des personnalités et des moments de leur vie. Donc là, j'ai écouté celui sur Leonardo DiCaprio. Trop sympa. Et c'est passionnant, mais il faut être un peu dedans quand même. Ok, voilà. Trop bien. Je vais rajouter à ma liste. Tes rituels pour être en bonne forme physique et mentale. Alors, tu me parlais du sport, de la sophro. Ouais, j'ai effectivement mis plusieurs rendez-vous dans mon quotidien, qui est effectivement, je fais pas mal de sport. Alors, grâce aux filles de l'agence, c'est elles qui m'ont convertie à Dynamo. J'en faisais pas avant, mais c'est grâce à elles. Oui, c'est pas loin en plus. Je suis c'est collé. Dessus. C'est collé. Et c'est elles qui m'ont motivée, donc j'y vais avec elles ou sans elles, mais Dynamo. Je vais chez le coiffeur régulièrement et je me fais les mains, manicure. Je vois une sophro, évidemment. Et puis après, je prends soin de moi, de manière générale, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je fais des masques, je fais attention à comment à ma peau, voilà. Et puis, j'aime bien... Alors, je le fais pas souvent parce que je déteste aller faire les boutiques. C'est un truc vraiment... Mais 2-3 fois par an, j'aime bien aller me faire une grosse session shopping. Non, mais parce que, et effectivement, je pense que c'est important de le dire. Moi, j'ai monté ma boîte, j'étais très jeune. Je pouvais pas être en jean basket quand j'allais voir mes clients. Déjà que, accessoirement, je fais jeune, mais en plus, j'étais vraiment jeune. J'avais besoin de me sentir respectée. Donc, c'est bête, mais et c'est pas superficiel de dire ça, hein, mais de te sentir bien dans ta peau et de bien habillée. C'est très important. Donc, c'est malheureusement un certain budget. J'ai une de mes copines qui est... une vraie geek qui est dans la data et depuis des années, et elle fait partie d'un monde où il n'y a que des mecs et où c'est la seule meuf. Et elle m'a toujours dit, mon premier investissement a été de changer toute ma garde-robe parce qu'en fait, j'étais pas prise au sérieux, quoi. C'est dingue de dire ça. Et elle m'a dit, ça a été un budget de fou, mais maintenant, c'est ça. C'est OK. Donc, il faut le dire. Carrément. Je suis désolée je vais peut-être choquer certaines personnes en disant ça parce que ça n'aide pas les féministes, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, de toute façon, c'est pour toi que tu le fais. Avant même toute chose. Oui, puis même les mecs, ils se mettent bien en costume cravate. Tu vois, c'est de la représentation. Je suis totalement d'accord avec toi. Et on fait un métier. Enfin, en tout cas, moi, je fais un métier de représentation. Oui, c'est un... Donc, et puis, comme tu dis comme tu as très bien dit justement tout à l'heure, c'est direct, c'est de la valeur perçue, tu vois. Et après, on creuse. Mais... Alors après, j'en suis pas au stade à avoir les talons dans mon sac, les ballerines, les baskets. Oui, mais et après, au fil de l'agence, ça fait partie aussi de la politique de l'agence. Et je leur dis, moi, vous vous habillez absolument comme vous voulez. J'ai aucun problème à l'agence. Vraiment, alors là, au contraire, plus elles se sentent bien, mieux c'est. Je dis, en revanche, quand vous voyez un client, il n'y a pas de crop top, jean basket, quoi. Ouais. Et ma dernière question, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie? C'est hyper dur comme question. Alors, je pense que... on a tous un objectif en tête qui est d'être heureux. Mais pour moi, heureux n'est pas une destination. J'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai toujours eu ce truc de me dire il faut que je sois heureuse, épanouie, nanana. Et puis après, j'ai compris que heureux, épanoui n'était pas une destination, mais c'est un état d'esprit. Et on ne peut pas être heureux 24 heures sur 24. On ne peut pas être bien 24 heures sur 24. En revanche, il faut réussir à trouver la vie qui vous convient sur votre capital d'un an, typiquement, avoir plus de bonheur que de moments d'échec. Mais c'est les échecs qui font grandir et qui font qu'on s'épanouit. Donc, ma philosophie de vie, c'est un peu ça, c'est de me dire, tant que je suis heureuse de me lever le matin et que j'arrive à passer les difficultés, c'est que ce que je fais dans la vie me convient. Et le jour où les difficultés me prendront trop d'énergie, c'est qu'il faudra que je change de métier. Et j'ai pas de problème à me dire que potentiellement, un jour, je changerai de métier. J'en suis même sûre.
Aujourd'hui, on vit jusqu'à 90, voire 100 ans. Enfin, on peut avoir 3 métiers, 3 vies. On a la capacité et l'envie, si on le souhaite, de pouvoir s'inventer plusieurs vies, quoi. Merci beaucoup, Katinka. Avec plaisir. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.